En juste 2, 3 minutes, 5 minutes. Et d'autre part, c'est de vous donner des exemples d'acteurs culturels qui ont initié des événements et qui aujourd'hui font cas d'école en Côte d'Ivoire. Donc des événements qui ont 18 ans, 15 ans, 16 ans d'existence, donc pour lesquels on s'est rapproché de l'organisation et on a compris comment ça se passe. Soyez aussi réalistes, ça ne vous enlèvera pas la montée d'adrénaline. Parce que jusqu'à 2 heures, souvent le budget n'est pas tombé et les gens de l'organisation sont au ministère de l'économie et des finances. Ah, vraiment, on a du stress. Mais la vie est faite de stress aussi, donc il faut se battre. Alors pour commencer, je vous dirais qu'on a parlé de considération de la culture dans le choix politique par le 7 août 1960. Et ce n'est que 11 ans après, en 1971, qu'on a eu un secrétariat d'État dédié à la culture. Donc vous voyez déjà qu'il y a problème. Dans la naissance même des premiers gouvernements en 60, c'est 11 ans après qu'on a un secrétariat d'État qui est dirigé par Jules Yénéa. Donc lui, il tient le secrétariat d'État. Et puis en 76, le 3 mars 76, on a le premier ministère des Affaires culturelles. Donc 3 mars, tout est parti sous Bernard Dadier. Donc le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, grand homme de culture, maîtrisant à la fois sa culture et la culture française, va opter pour différents axes. On a la formation artistique, scolaire, extrascolaire et professionnelle. On a la promotion littéraire et artistique. On a le soutien aux industries culturelles et créatives. Et on a les échanges en matière culturelle, mais des échanges internationaux. Nous avons la création de la maison d'édition CEDA. C'est la toute première maison d'édition. J'ai parlé des politiques d'intégration. C'est vous montrer combien des personnes non ivoiriennes se sont intégrées en Côte d'Ivoire, étant bien formées, ont aidé les jeunes Ivoiriens justement à connaître un peu toutes les chaînes de production, comment outiller, comment travailler, comment évoluer. Donc la chaîne, la maison montée en 62 a été dirigée par une Guadeloupéenne. C'est chez nous l'ancêtre de l'édition. Elle s'appelle Katie Loboué. Katie Ligueur-Loboué. Elle a marié un Ivoirien. Et Katie Ligueur-Loboué, jusque-là, elle est en vie. 80, beaucoup là, 83, 84. Mais vraiment, pour nous, c'est une grande icône. À tous les salons du livre, elle est honorée publiquement parce que tout le monde la connaît et tout le monde est passé par elle. Je vous dirai pour la suite que la RTI va voir le jour en 1963, la télévision ivoirienne. Et en 1963 également, on a eu la Société ivoirienne du cinéma. Et la Société ivoirienne du cinéma va enregistrer la présence d'un cinéaste essentiel qui est Henri Duparc. Henri Duparc, vous connaissez ses films, non? Rue Princesse, Bal Poussière. Voilà, Henri Duparc, le maître de la comédie africaine, est d'origine franco-guinéenne. Franco-guinéenne et ivoirien d'adoption. Donc Henri Duparc a travaillé avec tous les plus grands. On va avoir la création de l'Orchestre national dirigé par Jean-Joseph Pango. Jean-Joseph Pango, d'origine congolaise, est celui qui a écrit les partitions de l'hymne national. Parce qu'on a Pierre-Michel Pango qui a fait la musique, mais celui qui a écrit les partitions pour que tout le monde puisse reprendre l'hymne national est Jean-Joseph Pango, qui est d'origine congolaise. On a le ballet national qui lui a été monté en 1974. Le ballet national a été monté par un certain Mamadou Condé. Lui est d'origine guinéenne. Mamadou Condé est le mari de Maryse Condé. Dans la littérature, ceux qui connaissent l'antillaise Maryse Condé, jusqu'en 80 pour être remplacé par Louis Aquin, qui lui était ivoirien. Quand on poursuit en termes de politique d'intégration, Houphouët-Boigny se renseignait pour savoir un peu les élites africaines, qui étaient nettement au-dessus du lot en termes de prestance, en termes d'études. Et je vous informe même qu'il a consacré à Manu Dibango en 62 le premier générique de Radio Côte d'Ivoire. Donc ça, je vous dis à quel point Manu Dibango en fait était connu chez nous parce qu'il a travaillé avec Joseph Kabasele. Joseph Kabasele qui est l'ancêtre de la rumba congolaise. On a le plus vieux qui est Wendo Kolosoy, on a Henri Bowané, on a des Wayon, ce sont ceux-là qui ont commencé, mais de façon plus établie et plus moderne, c'est Joseph Kabasele. Donc son saxophoniste était tombé malade. C'est comme ça qu'on a fait jouer Manu Dibango qui est resté dans l'orchestre.
et qui d'ailleurs a travaillé sur l'album Indépendance Cha-Cha ou Table Ronde. Donc comme Oufoué avait cette information, on a fait venir Manu à Abidjan en 62 et qui a travaillé sur le premier générique de Radio Côte d'Ivoire. Donc ça c'est bon à retenir. Mais entre-temps, je rappelle qu'il était ami à des Ivoiriens, parmi lesquels François Louga, dans lequel il était donc dans un groupe qu'on appelle les Coco Blico. Ça c'était en France. Alors, quand on poursuit, Manu continue, il arrange Ernesto Gigi en 70. C'est Manu qui a arrangé le premier, Anoa. Donc on avait déjà toute cette communication-là depuis. Et après, on a une politique d'intégration qui est faite et qui a fait descendre toute la descente bamakoise. Je vais parler de Bamako. Salif Keïta, il était au Rai Band, il est venu à Abidjan. On a Cheikh Tidiane Seck, qui était le chef d'orchestre. On a Mori Kanté, qui était le leader du Rai Band après Salif Keïta, qui a rejoint également Abidjan. Ils étaient dans la commune que j'habitais, qui est Marcory. Ensuite, on a eu le premier grand studio moderne d'arrangement. Et c'est le studio de Jacques Bisolon. Lui, il est français. C'est d'ailleurs ce studio qui a enregistré le premier album de Alpha Blondy, Jack Glory, en 82. Même un des albums de Youssou N'Dour, Super Étoile. Les tout premiers de Youssou N'Dour. On a également arrangé Tchala Moana. C'est une artiste congolaise qui a défrayé la chronique dans les années 80 en Côte d'Ivoire, à un moment donné où on avait peur de certaines façons de danser. Elle avait des positions obscènes en plein palais des congrès. Et elle était, l'épouvantail de toutes les femmes mariées. Parce que dès que Tchala Moana prestait, c'était la perturbation dans les maisons. Et en tout cas, aucune femme ne l'aimait. Pourtant, les hommes, vous savez bien, ils se délectaient finalement. L'intégration a conduit à l'arrangement d'un des titres le plus aimé et le plus connu en Côte d'Ivoire. Je vous informe. Ça s'appelle Anoume. Anoume qui veut dire entendons-nous. Et l'arrangeur s'appelle Aladji Touré. Vous connaissez Aladji Touré ici, hein? Voilà, Aladji Touré a arrangé Baïs Pinto. Baïs Pinto en 83. Donc c'est d'ailleurs le plus grand titre ivoirien. Je pèse mes mots parce que j'ai eu le temps de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a eu dans l'intégration et dans les échanges Amio qui a été arrangé par Jimmy Hyacinthe. Amio, c'est de Bébé Manga. Vous voyez comment ça continue? L'intégration va plus loin. Le père du plus grand artiste ivoirien, qui est Ernesto Gigi, est sénégalais. Hein, pour ceux qui ne savent pas, il a le nom de sa mère. Sinon, son père, c'est Mamadou Seck Touré. Gigi, parce qu'il vient de Daloa, il a le nom de son grand-père. Donc, on a la suite, en 85, la création du Kiinbok. Tout cela a été favorisé par Oufoué, hein, qui créait le cadre, la fondation qui aidait à l'installation. Donc, on a fait venir deux dames, Marie-Josée Orantier, qui est française, qui enseignait l'esthétique hein, et les lettres à l'Institut, à l'école normale supérieure, ENS. Donc, Wewe Liking va partir créer le Kiinbok, et Marie-Josée Orantier va créer le Binkadiso. Mais j'avoue que ce sont des ancêtres en matière d'enseignement de l'art, de l'esthétique culturelle, de la danse, de la peinture. C'est vraiment un ensemble multi-artistique. Le rayonnement de la culture était servi donc par une utilisation judicieuse de la coopération avec la France, la francophonie, la communauté économique européenne, donc devenue l'Union européenne, et puis notamment l'UNESCO. Donc, contrairement aux idées reçues, Félix Houphouët-Boigny n'a pas oublié la culture dans son programme. Il a pris d'heureuses initiatives, il a réalisé des édifices culturels, il a formé des artistes et des hommes de culture, il a également préservé notre patrimoine culturel. Donc, en dernier élément, je pouvais vous dire que concernant la consommation des différentes productions musicales, tout y est passé pour confirmer cet esprit d'ouverture de la chanson française au disco, au twist et au rock, de Fela Kuti à Victor Waifo du Nigeria, à Emmanuel Mensa Tete du Ghana, lui c'est l'ancêtre du High Life, à Eugène Choubou de Tabou Combo, en passant par Franco, Rochero, Zaïko Langa du Zaïre, aujourd'hui RDC, et nous avons eu accès à tous les succès. On a la colonie camerounaise, moi je rappelle que j'étais tout jeune, quand mon père et ma mère s'extasiaient sur des titres de Francis Bébé, Manu Dibango, Moni Bilé, Sam Fantoma, Toto Guillaume. Dans les chambres des grands frères, c'était Namboa Bongo de Ngale Jojo, ou encore Sona Papa de Jean-Paul Mando, Nandolo l'amour de Pierre de Moussy, Une masse calculée de
Prince Yango jusqu'à Bébé Manga. Et on avait tous acheté les cassettes de Jean-Michel Cancan. Et on avait même appris à parler comme lui. Ouais. Quand on avait des spectacles d'humour à Abidjan ou même en Côte d'Ivoire, on avait toujours un acteur qui venait avec son savon sur la barbe blanche. Quand il dit « Famille, oh! Famille! Tu veux pas donner mon argent ?» Et c'était vraiment que... C'est pour ça que je suis venu ici, parce que vous avez bercé mon enfance. Et donc, je suis venu vous dire merci en réalité. Donc, voilà en quelques mots le résultat de l'altruisme culturel des années au fouet. Et je vous donne l'information. La Fondation célèbre cette année son 50e anniversaire. Et c'est la Fondation qui a été créée le 10 novembre 1973. Et donc, ça rime également avec le 30e anniversaire de la disparition de Fouet Boigny. C'est du 16 au 18 octobre 2023 qu'on aura un colloque international sur l'œuvre de paix. Et puis, vous aurez également pas mal d'interventions relatives à son action sur toute la Côte d'Ivoire. Et on a un historien camerounais, David Mokam, professeur Mokam, qui vient chaque année. Hein, je le cherche en ce moment là parce que c'est un bon papa pour moi. Donc voilà un peu, je pense que s'il y a des questions, après je peux vous expliquer. On a d'abord ça, mais on a aussi une stabilité sur le plan sanitaire. Parce qu'on sait tous combien la Covid nous a plombés, on a tous presque déprimés. Donc la prise d'initiative doit, en termes de production culturelle, rime avec la prise de risque. Dans certains cas, lorsqu'on n'a pas de dossier qui puisse arriver à bon port. Pour avoir des sponsors, c'est la croix et la bannière. Vous savez combien c'est difficile. Et tous les showmakers ou organisateurs d'événements quelconques pleurent jusqu'à la dernière minute. Même notre marché des arts du spectacle d'Abidjan, à 2-3 semaines, 1 mois, on voit un peu le commissaire général et tous les autres en train de courir dans tous les sens. C'est vous montrer que prise d'initiative est l'équivalent de prise de risque. Peut-être que chez les Blancs en Afrique du Nord, on ne sait pas. Ikram va nous dire, mais chez nous, c'est vraiment pas facile. Alors, des noms et des exemples. Hein. Je parle de chez vous parce que j'aime bien, les Camerounais sont assez battants. On a un Camerounais, ivoirien maintenant, Yves Dembélé. Ouais, il y a trop longtemps que l'autre frère est chez nous. Il est le showmaker le plus abouti de ces 20 dernières années en Côte d'Ivoire. On ne sait pas trop comment il fait, mais il prend des risques incroyables. Avec des artistes parano. Je vous assure que si vous êtes showmaker, vous allez mourir. Vous avez un artiste qui arrive à l'aéroport,